Bonjour Richard. Sharon, merci d'accepter mon invitation pour présenter ton expérience et les projets qui te tiennent à cœur. Et voilà, je voudrais te demander pour commencer notre entrevue de te présenter en quelques minutes, de dire aussi quel est ton lien avec l'Afrique. D'accord, merci beaucoup Jean-Luc et merci de m'accueillir dans cette activité. Alors, je suis effectivement Richard Charon, je suis d'origine québécoise du Canada-Québec, comme on dit en francophonie. J'habite Montréal, mais je travaille en fin de compte en Afrique depuis près de 40 ans maintenant. Alors, j'ai été enseignant au primaire, au secondaire, au collégial et maintenant à l'universitaire, euh, d'abord au Québec. Et puis ensuite, je suis devenu secrétaire général de l'Association francophone internationale des directeurs d'établissements scolaires. Donc, c'est une organisation internationale dont le siège était au Québec et qui comptait des sections nationales ici au Canada, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Et en Europe, il y avait la France, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg. Et il y avait aussi des sections en Afrique. D'abord, la Tunisie, le Sénégal, le Bénin, le Mali. Et c'est à travers, disons, la gestion du conseil d'administration de cette association internationale et par les projets menés par cette association qui avait lieu à la fois en Amérique, en Europe et en Afrique que j'ai appris à connaître et à découvrir l'Afrique à travers les années. Ah, c'est formidable. Alors, EduGestion, que tu animes en ce moment, est né de quel constat et comment tu en es arrivé à créer cette organisation? J'ai proposé, si je me souviens bien, en 2008, à l'Université Saint-Gor de créer un Master 2 en gestion des systèmes éducatifs pour favoriser la formation des leaders scolaires dans les pays francophones. Et les étudiants provenaient de l'ensemble des pays d'Afrique francophone, mais le cours était à distance, donc ils étaient seuls dans leur pays la plupart du temps. Et j'ai remarqué après la fin de leur formation, ils étaient quand même assez isolés dans leur pays. Donc, j'ai créé d'abord un site Internet pour essayer de regrouper ensemble l'ensemble des alumni du Master 2 GSE. Mhm. Et par la suite, disons, dans une vision systémique qui se développait, j'ai compris que ce serait intéressant aussi d'avoir des gens qui n'étaient pas nécessairement passés par l'université. Et l'association s'est développée, disons, en lien avec et a accepté la participation, parfois comme membre, mais parfois comme associé, Oui. à notre organisation. Toute personne qui est intéressée à notre thème fondamental, qui est l'amélioration de la gestion dans les systèmes éducatifs. Et donc, c'est comme ça que l'association est née par un site Internet. Et récemment, on a créé une association internationale qui a maintenant un statut légal et qui essaie de créer aussi des associations nationales dans une dizaine de pays africains actuellement. Et donc, c'est la perspective d'avenir de créer des associations nationales vivantes, actives dans au moins une dizaine de pays africains. Ah, c'est excellent. Et les objectifs de EduGestion, euh, quels sont-ils? Comment- L'objectif fondamental, c'est de contribuer à l'amélioration de la gestion des systèmes. Mettons, aujourd'hui, on dirait plutôt au leadership scolaire. Donc, c'est une volonté de donner de la visibilité à une fonction qui est très peu valorisée actuellement en Afrique francophone, celle de l'administrateur, disons, des différentes structures éducatives en Afrique francophone. Alors, c'est par la formation qu'on espère arriver, mais c'est aussi par la création d'associations professionnelles, parce qu'actuellement, la majorité des leaders scolaires en Afrique francophone n'ont pas de voix. On ne Hmm. les entend jamais collectivement prendre part aux discussions sur les améliorations du système éducatif. Ce sont des individus qui peuvent se prononcer, mais il n'y a pas comme, par exemple, pour les syndicats d'enseignants, une voix de la part des enseignants dans l'amélioration du fonctionnement du système. Donc, c'est aussi une ambition de créer ces communautés professionnelles qui vont devenir des porte-paroles de l'ensemble des leaders scolaires.
Waouh, ça c'est toute une vision. Et Mhm. j'imagine que pour la réaliser, pour la mettre en œuvre, il y a sûrement beaucoup d'obstacles. Et euh, bon, disons, avant de parler des obstacles, parlons un peu des membres. Donc, tu as dit que ce sont des gestionnaires des centres disons, des établissements scolaires. Ça va du primaire au secondaire ou bien ça va plus loin que ça? Donc, ça couvre Alors, combien de pays actuellement? OK. Actuellement, ça couvre une dizaine de pays officiellement. Donc, il y a 10 associations Oui. nationales et de gestion actuellement. Donc, le Mhm, Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. mhm, Mais il y a aussi des gens, par exemple, des anciens étudiants, des alumni GSE de Saint-Gor qui ne sont pas dans ces pays-là, qui sont en train d'essayer de créer des associations dans leur pays. mhm. Alors, les membres actuellement, c'est à la fois une richesse de l'association et une difficulté. Ah oui. C'est qu'ils sont très, très variés dans le sens qu'on a des directeurs d'école primaire, on a des principaux de collège, on a des proviseurs de lycée et des membres d'autres fonctions dans les lycées. On a des directeurs de direction régionale ou de services pédagogiques. On a des gens qui travaillent au niveau national. Donc, c'est à la fois une richesse mais en même temps, c'est une très grande diversité qui se manifeste dans plusieurs disons, des projets que l'on mène. Par exemple, lorsqu'on veut atteindre vraiment les établissements, on travaille avec les gens de terrain, mais on a aussi un certain nombre d'universitaires dans notre réseau qui nous aident, par exemple, à publier des articles dans des revues scientifiques ou des revues d'éducation, ou de participer à des colloques internationaux au nom de nos membres dans les différents pays. Mhm. Ouais. Parle-moi un peu plus des projets que vous menez, peut-être des projets, un ou deux ou trois exemples concrets de projets. Mhm. Il y a des projets qui sont internes. Par exemple, on a sur notre site Internet une plateforme de formation Moodle. Et depuis des années, on poursuit, disons, la formation qui avait été donnée d'abord à l'Université Saint-Gall en formation à distance et en ingénierie de formation. Mhm, Et je donne des cours aux membres pour les habiliter à mettre eux-mêmes des cours en ligne sur la plateforme Moodle. Donc, toute l'ingénierie mhm, de formation et tout le travail technique qui est nécessaire. Ça, c'est une vision des choses. Et en même temps, une fois qu'on a mis cette plateforme-là en place, on peut maintenant offrir des cours. Par exemple, on a offert un cours sur le tutorat en ligne. On a offert un cours sur la gestion des ressources financières. Donc, c'est un autre volet de la formation de nos membres dans disons, dans les fonctions de gestion, d'administration et de leadership. mhm, On a comme projet, on commence à participer, par exemple, à des projets avec des organisations internationales. Notre association au Cameroun vient d'avoir un mandat du programme Apprendre de l'ADF alors, pour travailler sur euh, le disons, le support du chef d'établissement à l'approche genre dans les établissements scolaires au Cameroun. mhm, On est en train de faire un autre projet actuellement sur l'intelligence artificielle. Donc, on fait un sondage auprès de l'ensemble de nos répondants pour voir quelle est la situation actuelle de leur utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle, quels sont leurs besoins de formation, quelles sont leurs compétences. Et avec tout ça, ensuite, on va créer sur notre site Internet dans notre plateforme Moodle une formation sur l'utilisation. Le thème exact, c'est leadership numérique et intelligence artificielle en gestion des systèmes éducatifs. Donc mhm. voilà quelques-uns des projets que l'on mène actuellement dans les différents pays. Oui. Ce sont vraiment de beaux projets, hein. Hmm. Et ça répond vraiment à des besoins. Moi, quand je parle à différentes, disons, gestionnaires de centres de formation, effectivement, cet aspect du Mhm. numérique aussi, c'est à l'ordre du jour. C'est Mhm. excellent. Et Oui, tout à fait. oui, dans la réalisation des projets, quels sont les obstacles les plus sérieux, les difficultés que vous devez surmonter pour arriver à les réaliser? Juste Mhm. quelques exemples aussi pour illustrer un peu que c'est pas facile. Non, pas du tout. C'est Oui. un combat constant. Bon, il y a des obstacles politiques dont on parle très peu, mais c'est un fait que, bon, disons, le partage du pouvoir n'est jamais facile dans un système éducatif. Et puis, Mhm. plus on donne de la visibilité et de la compétence à des
gestionnaire, par exemple, de niveau intermédiaire ou local, moins ça permet à l'hiérarchie de travailler d'une façon autoritaire et de façon bon. Donc ça c'est une difficulté et même on a de la difficulté à faire reconnaître des associations nationales dans certains pays à Mhm. cause de réticences des pays devant la société civile. Donc, ce n'est pas spécifique à nous comme organisation, mais Mhm. ce n'est pas facile de créer des ONG dans certains pays. Mhm. On y travaille depuis 2 ans et ce n'est pas facile. Donc, il y a des obstacles politiques. Il y a des obstacles, j'allais dire, sociaux, c'est-à-dire que les personnels en poste eux-mêmes parfois sont un peu réticents à l'arrivée de gens qui ont des compétences, par exemple, universitaires, ou qui peuvent, disons, manifester une espèce de compétition pour les postes parce que ces gens-là n'ont pas reçu de formation et se sentent un peu menacés par les gens qui arrivent avec des formations. Il y a des obstacles, disons, j'allais dire conceptuels, c'est-à-dire que malheureusement, dans l'ensemble des pays où nous travaillons, la gestion, l'administration, les compétences en gestion, c'est considéré un peu comme des compétences spontanées Mhm. que n'importe quel bon enseignant peut avoir tout de suite après sa nomination du jour au lendemain comme chef d'établissement ou comme proviseur de lycée. Alors, il y a aussi cette vision, disons, de la gestion qui n'est pas valorisée. Et donc, c'est la raison pour laquelle on n'accorde pas, on n'exige même pas de formation aux leaders scolaires. Ils n'ont aucun statut dans la majorité des pays, indépendant de ceux des enseignants. Leur stabilité dans la fonction est très précaire. Ils n'ont aucune représentation collective. Donc, je pense que ça, c'est aussi une grande difficulté, cette absence de reconnaissance de la profession même de leader scolaire. Ils sont pas valorisés. Pas du tout, non. Effectivement. Et ça, c'est un des points fondamentaux qui fait que le système aussi n'offre peut-être pas un enseignement de qualité, Mhm. dans le sens où les gestionnaires n'ont aucune formation. Et effectivement, le fait de les parachuter là comme directeur d'établissement, sans les outiller, malheureusement, et sans reconnaître Mhm. leur profession, crée ces dysfonctionnements-là. Oui. Et à travers ces obstacles, à travers les actions que tu as entreprises pour les surmonter, quelles sont les leçons qui sont les plus importantes que tu pourrais partager avec nos auditeurs? Et surtout Mhm. quand on veut transposer ça, comme tu le vois, moi je suis dans l'enseignement et la formation technique et Mhm. professionnelle, et je me dis c'est une excellente source d'inspiration ce que tu fais dans le domaine de l'enseignement de base. Et on devrait vraiment s'inspirer de ça. Alors, j'aimerais que tu nous partages des quelques leçons apprises et comment on pourrait transposer ça dans l'autre monde, quoi. Mhm. Enfin, notre approche à nous, c'est une approche hybride, c'est-à-dire qu'il faut travailler comme l'avait proposé Mamadou Ndoye, l'ancien secrétaire exécutif de l'ADEA, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, une approche hybride dans n'importe quelle transformation sociale. Il faut un leadership politique par le haut, donc une approche top-down, Mhm, c'est nécessaire, mais il faut aussi une approche bottom-up, une approche ascendante. Et donc, on essaie de travailler avec la Confémène, avec la DEA, avec l'IFEF, pour les inciter, eux, et l'UNESCO, pour les inciter, eux, à donner l'emphase sur le développement professionnel des gestionnaires. Et je crois que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer dans disons, la pensée et dans les modèles mentaux des organisations internationales. Euh, cette importance du leadership, selon justement le dernier rapport du groupe GEM sur le leadership, alors diriger pour apprendre, centrer la direction d'établissement et toute l'administration sur l'apprentissage. Donc, on essaie d'influencer ces leaders et on avait réussi, lorsque j'étais à la FIDES, disons, de convaincre les ministères, la Confémène et puis l'OIF de créer les assises francophones de la gestion scolaire, qui a mhm, été, je crois, le seul rassemblement international sur le leadership scolaire dans l'histoire de la francophonie. mhm, Et donc, c'est important de travailler par le haut, mais en même temps, il est important d'avoir aussi quelqu'un
qui travaillent par le bas, Mhm. c'est-à-dire d'avoir éventuellement des répondants, des gens qui sont capables de dire aux autorités nationales, nous allons vous appuyer, nous allons appliquer ce que vous proposez. Voici comment nous, en tant que professionnels de l'administration, de la gestion, du leadership, nous concevons les possibilités de mettre en œuvre ce que vous proposez. Et je pense que c'est quelque chose qui manque horriblement actuellement. Il n'y a pas cette approche ascendante et c'est ce qu'on essaie aussi de développer. Oui. Euh, Enfin, je me souviens, si je peux me permettre, je me souviens, l'IIPE, l'Institut international de planification de l'éducation, avait, dans un de ses rapports, dit qu'ils ont formé, eux, euh, les planificateurs de l'éducation, ils ont remarqué que même cette formation individuelle n'avait pas d'impact sur le fonctionnement du système. Donc, il faut vraiment avoir une vision systémique, et c'est une autre de mes marottes actuellement. La vision systémique, on ne peut pas changer le système en changeant seulement l'un de ces éléments s'il n'est pas intégré dans le système. mhm. Et justement, la tâche du gestionnaire, du leader, c'est d'intégrer toutes les ressources, toutes les interactions, toute la communauté éducative vers la réussite scolaire des élèves, vers l'apprentissage. C'est pour cette raison-là que l'administration, c'est central dans l'efficacité scolaire et dans une vision systémique. Oui. Effectivement, cette approche systémique permet d'avoir une vision 360 degrés et permet de Mhm. pouvoir justement aborder toutes les composantes parce qu'elles sont toutes interdépendantes, effectivement. Voilà. Mhm. Tantôt, tu as parlé de Confemen, d'Afides, de ADF. Pour les gens qui ne connaissent pas un peu ces sigles-là, est-ce que tu Mhm. peux juste dire un petit peu c'est quoi, juste brièvement pour Oui. qu'on sache ce que... Oui, d'accord, merci. C'est vrai qu'on a l'habitude de parler avec ces sigles-là. La Oui. Confémen, c'est la conférence des ministres de l'Éducation Mhm, des, euh, des pays et gouvernements de la francophonie. Donc, il y a, je pense, une trentaine de pays qui font partie de la conférence des ministres de l'Éducation. mhm, Et ce sont eux qui sont censés conseiller, par exemple, l'Organisation internationale de la francophonie dans ses orientations pour ses activités, disons, biannuelles et ainsi de suite. Mais en fin de compte, la Confémen représente les ministres de l'Éducation et euh, si je peux me permettre une petite critique, je trouve que la Confémen, qui représente les leaders ultimes dans les systèmes éducatifs, c'est-à-dire les ministres, ne fait pas la promotion très forte du leadership éducatif. mhm, Là, c'est un paradoxe que je mhm, trouve. Ensuite, bon, euh, il y a l'Institut international de planification de l'éducation qui s'occupe de la planification des systèmes éducatifs et puis qui est responsable aussi maintenant qui s'oriente vers la gestion parce qu'il réalise que planifier, c'est une chose, mais il faut mettre en œuvre ensuite. Et donc, il faut aussi avoir des activités de gestion et des perfectionnements en gestion. Euh, L'Organisation internationale de francophonie a créé une espèce de département de l'éducation qui est l'Institut francophone d'éducation et de formation, mhm, qui est responsable de toutes les activités euh, dans le domaine de l'éducation euh, pour l'espace francophone. Donc, c'est des projets qui sont financés par l'ensemble de la francophonie. La DEA, c'est l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. C'est un organisme plutôt politique qui s'occupe justement, elle aussi, de rassembler les ministres et les dirigeants éducatifs, mais de l'ensemble de l'Afrique. Donc, ils tiennent autrefois, c'était des biennales. J'ai eu le plaisir de contribuer à plusieurs reprises à leur biennale. Maintenant, ils ont des triennales. Et aux 3 ans, ils rassemblent l'ensemble des ministres de l'Éducation de toute l'Afrique. mhm. Et ils travaillent aussi avec l'Union africaine qui s'intéresse de plus en plus également à l'aspect du leadership éducatif dans l'ensemble de l'Afrique. Donc, il y a beaucoup d'intervenants internationaux qui, à mon sens, comprennent de plus en plus l'importance du leadership éducatif. Et tout ce qui reste à faire maintenant, parce que si on prend le modèle justement systémique, que des événements que l'on perçoit sont fondés sur des habitudes, des patterns, des récurrences qui elles-mêmes se fondent sur des structures, et toutes ces structures-là sont fondées sur les modèles mentaux des gens. Mhm. Donc, je pense que
la communauté internationale en arrive à dire que les événements, par exemple, s'il y a 70% des enfants aujourd'hui qui n'apprennent pas à lire et à écrire, c'est parce que il y a des comportements habituels qui ne sont pas fonctionnels. C'est basé sur des structures et ces structures sont fondées sur des modèles mentaux ou des paradigmes qui ne sont pas fonctionnels. Ils sont en train de changer leur paradigme, mais on espère qu'ils vont mettre en place justement les structures, par exemple dans le domaine de la formation des gestionnaires, de mettre en place des structures de formation des gestionnaires, parce que ça n'existe pas. Oui, Il y a oui. très, très peu de ressources pour former les leaders scolaires actuellement. Voilà. Et si on revient justement à ces leaders scolaires, euh, est-ce que tu as un exemple où, par exemple, un des anciens étudiants ou participants à votre association qui a suivi des formations a eu un impact dans son établissement grâce à EduGestion? Mhm. Bon, moi, je suis quand même assez à distance parce que je suis à Montréal, au Québec, et donc je n'ai pas un œil très local sur ce qui se passe dans les établissements. Il y a des Ce témoignages que quand je même. peux... Oui, tout à fait. Il y a des témoignages. Alors, il y a des gens qui nous disent qu'ils ont changé, par exemple, leur façon, à la suite de ce qu'on a fait dans les cours en ligne sur notre site Internet, sur notre plateforme Moodle, que, bon, maintenant, ils savent comment utiliser tel et tel outil, ou bien pour la gestion des ressources financières, ou bien qu'ils ont changé leur attitude parce qu'on a donné aussi des cours sur le leadership éducatif dans le sens de la création d'une communauté d'apprentissage à l'intérieur de chacun des établissements. Mais effectivement, ça, c'est intéressant peut-être de faire un petit sondage auprès des gens. Là où on perçoit davantage disons, d'impact actuellement, c'est peut-être au niveau intermédiaire. C'est-à-dire, par exemple, ce matin, au Bénin, il y a un groupe de membres et de gestion qui ont fait une formation à des directeurs d'écoles primaires de leur région. Au Cameroun, on a 4 ou 5 personnes qui sont en train de donner des cours aux directeurs d'école secondaire ou aux chefs d'établissement secondaire dans leur milieu. Donc, j'ai l'impression qu'actuellement, c'est surtout à ce niveau-là qu'on a des indices de l'influence de l'association. Ah, et c'est formidable ça. Et ça, c'est Mm. des belles récompenses parce que ça veut dire qu'à long terme, ça produit des fruits. C'est Mm. vraiment formidable. Et alors, tantôt, tu as parlé de l'éducation, du sondage que vous êtes en train de faire au niveau du numérique dans l'association, de l'utilisation du numérique en vue et puis la préparation d'un cours, je pense, sur l'utilisation du numérique dans la gestion. Mhm. Oui. Et moi, j'aimerais te poser la question, comment est-ce que l'intelligence artificielle transforme le rôle du gestionnaire d'établissement en Afrique? Est-ce que c'est Mhm. une opportunité ou bien est-ce que c'est un risque? Je pense que c'est beaucoup plus une opportunité pour un administrateur que pour par exemple, un chercheur universitaire. Hmm. Alors, je travaille dans les deux domaines et puis le risque au niveau de la conception de documents et de la recherche, et ainsi de suite, c'est que intelligence artificielle est tellement efficace qu'on a tendance à s'y fier peut-être un peu trop. C'est Alors vrai. que du côté de l'administration, c'est beaucoup plus technique, c'est-à-dire qu'on l'utilise actuellement, surtout au niveau de l'administration de, par exemple, l'élaboration la planification annuelle de certaines tâches, l'élaboration des horaires. Il y a des logiciels d'intelligence artificielle actuellement qui peuvent favoriser ça. Le suivi des étudiants. Alors, il y a tout un lot j'allais dire, de fonctions techniques, ok, qui peuvent aider le directeur, le chef d'établissement à se détacher peut-être du côté administratif. Le dernier rapport encore là de GEM de l'UNESCO dit que il y a environ où la majorité des leaders scolaires passent au moins 60% de leur temps dans la gestion administrative et ils ont très peu de temps pour s'occuper de la gestion pédagogique, pour être Mhm. des leaders pédagogiques dans leur établissement, pour se centrer sur l'apprentissage, qui est une des caractéristiques des bons leaders, encore une fois, selon le rapport GEM. Mhm. Alors, donc, cette intelligence artificielle peut permettre de accélérer le travail, par exemple, le travail de rédaction administratif qui prend énormément d'importance dans les systèmes éducatifs parce Mhm. que, euh, si on veut être un peu cynique, il est beaucoup plus important de s'occuper de ses patrons que de s'occuper de ses clients dans- Et la pour sa culture de... carrière. Oui, Pour sa carrière, c'est beaucoup plus payant. avantageux de Oui. faire ça. Alors donc, si on peut simplifier, accélérer tout le travail administratif, on pourra
exiger peut-être des leaders scolaires qui s'occupent davantage de la pédagogie et de la communauté éducative, de tout ce qui est plus humain. Mhm. Et je pense que ça, c'est un avantage qu'on découvre parce que je pense que nous sommes tous en période de découverte sur l'intelligence artificielle, surtout que à chaque semaine ou à chaque mois, il y a de nouveaux outils qui nous sont présentés. Il faut les apprivoiser, savoir s'ils sont utiles pour nous. Mais Mhm. enfin, dans ce domaine-là, je pense que c'est une opportunité pour, en autant qu'ils ont évidemment les facilités pour le faire, qu'ils ont le matériel nécessaire, qu'ils ont Les les connexions ressources. Internet Mhm. nécessaires, et ce qui n'est pas toujours évident dans les pays où on travaille en Afrique. Mhm. Oui, j'en suis tout à fait conscient, effectivement. On peut pas faire Mhm. de, on peut pas utiliser les outils numériques s'il n'y a pas la base, quoi. S'il n'y a pas la connexion Mhm. Internet et s'il n'y a pas l'électricité. Tout à C'est fait. vrai, oui. Alors, d'ici 5 ans, comment vous voyez Édugestion et c'est quoi le rêve ou l'idéal visé? Je pense que essentiellement, pour moi, c'est justement de donner une voix, de donner une existence à la profession, OK, de leader scolaire en francophonie. Mhm. J'utilise souvent le terme avec mes collègues un peu en privé, mais je pense que les leaders scolaires actuellement sont un peu comme des fantômes dans le système. Mhm. On ne les voit nulle part. Individuellement, oui, il y a des gens brillants qui occupent Mhm. des postes et ainsi de suite, mais collectivement, ils ne sont presque jamais consultés collectivement sur quoi que ce soit, sauf dans certains pays où il existe des regroupements de chefs d'établissement scolaire. Par exemple, comme au Sénégal, ils ont quand même plusieurs associations, des collectifs de proviseurs de lycée ou des choses comme ça. Donc, eux, là, déjà, c'est en émergence et on espère profiter de leur expertise là-dedans. Mais Oui. il faudrait avoir éventuellement un regroupement, une présence, une voix des leaders scolaires à cause de leurs compétences. Et là où, aussi, ça suppose que ils ont les compétences nécessaires pour faire le Mhm. travail. Mhm. Mhm. Nous, notre approche dans ce développement des compétences, c'est l'approche 70-20-10, c'est-à-dire que selon des recherches récentes, tous les gestionnaires, qu'ils soient au privé, au public, au nord ou au sud, ils apprennent seulement environ 10% de leurs compétences en gestion dans des activités formelles de formation à Oui. l'université ou bien données Mhm. par les ministères. Il y a au moins 20 à 30% qui est l'apprentissage social, c'est-à-dire on apprend avec les autres. D'où l'importance d'avoir des regroupements, l'importance d'avoir des liens sociaux avec les autres gestionnaires dans son environnement. Et Mhm. la majorité de l'apprentissage se fait par l'expérimentation réfléchie. Donc, on essaie aussi de donner à nos membres une façon d'apprendre sur le tas. On a souvent reproché aux gens qu'ils apprenaient sur le tas, mais c'est un peu ça, comme ça que tous les gestionnaires apprennent. Mhm. Alors donc, c'est cette peut-être vision de la formation qui n'exige pas que tous les leaders scolaires aient une formation universitaire ou même une formation initiale obligatoire, comme c'est fait dans certains pays du Nord actuellement. Je pense Mhm. que ce n'est pas euh, réaliste de s'attendre à ça, mais qu'il y ait justement des communautés d'apprentissage qui aident les leaders scolaires à s'apprendre à gérer entre eux. Je Mhm. pense que ça, c'est très important. Ah, c'est formidable. J'ai l'impression que tu as dit beaucoup de choses et il faudrait qu'on se rencontre une autre fois pour explorer de nouvelles pistes. D'accord. Ah oui, non, c'est formidable. Je suis très ravi de ces partages d'expériences et de vécu surtout qui, qui vraiment nous font réfléchir. Mais Richard, on arrive à la fin de notre entrevue. Je vais te laisser les quelques minutes qui nous restent pour aborder un sujet qui te tente et une question qu'on n'a pas posée. Je sais pas si tu as quelques idées. Moi, c'est ouvert là. Mhm. Non, enfin, je crois qu'il y a une nécessité d'engagement de la part des leaders scolaires eux-mêmes, parce qu'une profession ne se crée pas par le haut seulement, elle se crée aussi par le bas, elle se crée par les membres qui veulent exercer cette profession. Et ce qu'on essaie de faire dans notre association, c'est de motiver les leaders scolaires à devenir des professionnels de la gestion et de créer des associations professionnelles.
Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés dans certains pays avec des autorités, disons, politiques, parce qu'ils ont peur des syndicats et ils ne voudraient pas avoir un autre syndicat Mhm. qui s'oppose à ce qu'ils veulent faire. Euh, on a beau leur expliquer, par exemple, qu'ici au Québec, par exemple, les associations professionnelles, ce sont vraiment des associations professionnelles qui n'ont, par exemple, aucun droit de grève, qui sont là comme une force de proposition, une force de soutien, une force je sais pas, de rassemblement des énergies des différents leaders scolaires pour contribuer d'une façon beaucoup plus efficace. Alors, c'est le sens de la professionnalisation. Alors, c'est ce que j'espère qui va se produire. Et je pense que ce qui est en train de se produire au niveau international, dans les grandes institutions, cette importance du leadership qui émerge peu à peu, il faut que ça émerge aussi de la part de la base. Et ils ont peu de motivation, les leaders scolaires, à, à se professionnaliser, dans le sens qu'ils n'ont aucun avantage réel s'ils le font. Euh, la, la formation qu'ils reçoivent euh, ne garantit pas qu'ils vont avoir une promotion, parce que très souvent, les promotions sont données sur d'autres raisons que des compétences en gestion. C'est souvent disons, des liens politiques ou des liens familiaux ou des liens sociaux qui vont faire que les gens vont avoir des promotions. Donc, il faut essayer de motiver les gens à se professionnaliser collectivement, parce que là encore, on ne peut pas créer une profession individuellement. Il faut que les gens s'y travaillent ensemble et dans la perspective de contribuer efficacement à l'apprentissage dans les systèmes éducatifs. La raison essentielle d'existence de notre association et du travail que j'essaie de faire dans les différents pays que j'ai mentionnés tantôt. C'est excellent, Richard. C'est un excellent mot de la fin. Et moi, je trouve que tu es une source d'inspiration pour moi et je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et on se reprendra pour explorer quelques sujets. Tu peux m'en proposer aussi, hein? D'accord. Voilà. Donc, je vais